Je vois que vous êtes nombreux dans notre quartier pour l'histoire du jansénisme, parce que Madame Cotteray a eu cette approche originale par rapport aux spécialistes, aux autres spécialistes du jansénisme, et elle va, je pense mieux que moi, vous expliquer sa démarche. Donc je lui passe tout de suite la parole en la remerciant beaucoup d'être venue parmi nous ce soir. Bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie et je suis très heureuse d'être ici ce soir. Alors le jansénisme, pour moi, ça a été... en fait, je suis 18e, donc spécialiste du 18e siècle. Donc ça a été une démarche de 18e à un moment où on était encore persuadé, il y a 30 ou 40 ans, tout ça est vieux déjà, où le jansénisme c'était essentiellement Port-Royal et évidemment le XVIIe siècle, même s'il y avait déjà eu des travaux universitaires sur le jansénisme au XVIIIe siècle. On le voyait davantage comme un phénomène du XVIIe et on pense bien sûr tout de suite à Pascal, à Racine, aux grands hommes du XVIIe siècle. Alors pourquoi ce titre, l'histoire du jansénisme est-elle possible? C'est un titre assez paradoxal quand on a écrit 400 pages d'histoire du jansénisme. Mais malgré tout, ça me permettait de souligner la difficulté de cette histoire et la difficulté de cette approche, puisque nous avons un mouvement qui existe depuis Richelieu, enfin le temps de Richelieu, et qui va jusqu'à la Révolution française et même jusqu'au XIXe siècle. Donc c'est à la fois le même et à la fois un autre, des autres. Et en 1998, quand j'avais publié ma thèse sur le jansénisme, j'avais mis un S à jansénisme, ce qui me semblait beaucoup plus conforme à la réalité. Mais bon, je suis revenue au singulier, non pas que j'ai changé d'avis, mais parce que l'éditeur me disait qu'un S allait troubler tout le monde et que je pourrais dire ce que je voulais à l'intérieur, mais que sur la couverture, il fallait rester au singulier. Donc je vais essayer de reconstituer rapidement à la fois ma démarche et les acquis de ce travail, donc en 3 temps. La coutume française, elle n'est pas plus mauvaise qu'une autre. Donc je vous proposerai d'abord de réfléchir aux racines théologiques, à la réalité théologique de ce mouvement, qui est tout de même au départ un mouvement religieux. Puis ensuite, j'accorderai une grande importance en tant qu'historienne, ça paraît assez logique, à ses implications et à tout le niveau politique qui a été très important dans l'histoire du jansénisme. Puis enfin, j'essaierai de voir quel est le socle culturel, quelle est la sensibilité qui finalement fait l'unité de ces jansénismes au pluriel et qui explique la longue survie de ce phénomène. Alors, le premier temps, le temps théologique. Vous savez qu'à l'intérieur du christianisme, il y a, depuis les origines, depuis l'Antiquité chrétienne, il y a en fait 2 tendances. Une tendance qui attend la fin des temps, et dans la période apostolique, on est dans cette attente de la fin des temps, et une autre tendance qui s'est inscrite dans l'histoire, et l'histoire de l'Église est évidemment l'histoire de cette inscription dans le temps. Or, à partir du moment où on s'installe dans le temps et dans l'histoire, il est évident que des variations vont intervenir, qu'une croyance ne peut pas rester immobile au fil des années et encore plus au fil des siècles.
je ne vais pas aller de l'an 0 à nos jours, rassurez-vous. Donc je vais immédiatement arriver au XVIe siècle, et ce XVIe siècle, c'est évidemment la période de l'humanisme, et c'est la période où, à l'intérieur de l'histoire de l'Église, on est en fait également marqué par la grande confiance en l'homme que représente l'humanisme, et donc un courant, un ordre, une compagnie, la compagnie de Jésus, donc les jésuites, vont développer une théologie marquée par l'humanisme. Et cette théologie marquée par l'humanisme critique de façon très forte le thème de la prédestination et essaie de donner à l'homme un peu plus de liberté, développe le libre arbitre face à la prédestination. Le texte fondateur est celui du jésuite Molina, et sur Molina on a fait Molinisme, qui a été publié en 1598 à Lisbonne, et donc qui a développé cette conception de l'homme, de l'Église, de la grâce. Le problème, c'est que cette doctrine va à l'encontre de l'enseignement de saint Augustin. Pour saint Augustin, c'est le péché qui est vraiment à l'origine de tout, et l'homme, après le péché, est incapable par lui-même de distinguer le bien du mal. Il ne peut être sauvé que par la grâce divine, que les jansénistes vont appeler la grâce efficace. Donc, deux tendances à l'intérieur du christianisme dès le XVIe siècle, et cette tendance augustinienne, elle est, avant celle des jansénistes, elle est celle des dominicains, qui vont beaucoup combattre les jésuites. Mais au XVIIe siècle, cette tendance augustinienne à l'intérieur du christianisme va être illustrée par Jansénius, qui est un universitaire, qui est devenu évêque d'Ypres, et donc toute la vie, toute l'œuvre de Jansénius a été de revenir à saint Augustin, donc contre le molinisme, contre ce que lui il interprète comme les déviances des jésuites, revenir à la pure doctrine de saint Augustin. Et donc, Jansénius publie en 1640 une somme sur saint Augustin, un résumé, un commentaire, un développement de l'œuvre de saint Augustin qui s'appelle l'Augustinus. Et c'est cet Augustinus, donc paru en 1640, qui est le début du mouvement que l'on appelle le jansénisme. Comment cette histoire, qui ne pourrait être qu'une histoire belge, puisqu'on est entre Louvain et Ypres, comment cette histoire va-t-elle finalement avoir ses racines, son épanouissement dans le royaume de France? Eh bien, tout simplement parce que notre Jansénius, qui soit dit en passant, est mort en 1638. Donc, l'Augustinus est une publication posthume. Donc, Jansénius ne peut pas être hérétique. Parce que pour être déclaré hérétique, il faut avoir en quelque sorte survécu à son ouvrage, et Rome laisse le temps de reconnaître ses erreurs. Donc, techniquement, Jansénius n'est pas hérétique, parce que de toute façon, son œuvre est posthume. Sur l'heure d'un détail, mais enfin, ça a tout de même une certaine importance. Donc, comment de Jansénius et de ces provinces belges, on arrive en France? Eh bien, tout simplement, Jansénius a un très grand ami qui s'appelle Duvergier de Oran,
abbé de Saint-Cyran, et qui est quelqu'un qui est dans l'entourage du cardinal de Bérulle, donc qui a été formé en ce siècle des saints autour de Bérulle. Et de Jansénius à Saint-Cyran, il y a déjà une première transformation du jansénisme. Avec Jansénius, nous sommes dans l'université. J'allais dire, nous parlons latin, hein, nous échangeons en latin. Avec Saint-Cyran, nous sommes dans la pastorale. C'est avant tout un confesseur, un directeur de conscience. La langue, bien entendu, c'est un bon latinisme, mais la langue de l'échange est le français. Et on passe de la théologie à la pastorale, du monde de l'université à celui des couvents et même à celui des salons. Donc il y a déjà, dans ces tout premiers temps du jansénisme, il y a déjà une première évolution. Les conflits théologiques vont porter avec Saint-Cyran sur des points bien précis. Par exemple, pour distribuer la confession, suffit-il de regretter ses péchés par peur de l'enfer, ou faut-il exiger du pécheur qu'il regrette vraiment ses fautes par pur amour de Dieu? Beaucoup de confesseurs, et entre autres Richelieu en tant que confesseur, pensent que l'attrition suffit. Mais évidemment, Saint-Cyran va dire que la contrition est nécessaire, et donc il va parfois reculer le temps de l'absolution, donc faire en sorte que les communions soient moins fréquentes, pour que véritablement tous les chrétiens soient de vrais chrétiens. Saint-Cyran est lié au monastère de Port-Royal, donc à la fois il y a eu un monastère à Paris et un monastère dans la vallée de Chevreuse. Et ce monastère, il se trouve que depuis 1609, il est à la tête de la réforme que l'on appelle la réforme tridentine, puisque la jeune abbesse a décidé en 1609 de rétablir les règles, de rétablir la clôture, et notamment, elle a, dans une scène absolument dramatique, refusé l'accès à sa propre famille en dehors du parloir. Donc, avec Saint-Cyran, nous avons déjà un confesseur. Avec Port-Royal, nous avons un monastère, et nous avons la famille des Arnaud, qui est une famille qui est dans le monde juridique, de nombreux avocats et magistrats dans cette famille. Donc nous avons des catholiques augustiniens et tridentins, respectueux du Concile de Trente. Et a priori, ils ne se sentent absolument pas schismatiques. Une des grandes difficultés pour cerner le jansénisme, c'est que ces chrétiens augustiniens tridentins n'acceptent pas d'être traités de jansénistes. Janséniste, c'est une insulte. Un petit peu comme si pour les jésuites, au lieu de dire Jésus sur Compagnie de Jésus, on disait par exemple Ignatien pour Ignace de Loyola. On ne s'en privait pas d'ailleurs, puisque dans les polémiques anti-jésuites, on les appelait souvent les dindons d'Ignace, ce qui n'était pas très, très gentil. Mais ceci pour vous dire que le mot janséniste est toujours un mot des adversaires. Si quelqu'un se dit janséniste, a priori c'est suspect. Les jansénistes vont toujours parler de prétendus jansénistes. Pour eux, c'est une hérésie imaginaire et c'est un fantôme d'hérésie. Donc c'est très très difficile de faire l'histoire d'un mouvement qui récuse le nom qui le désigne. Le jansénisme, je vous l'ai dit, va durer et donc évoluer, mais le socle augustinien
reste toujours présent. Que l'on prenne le jansénisme à ses origines, qu'on comprenne le jansénisme au moment de la Révolution française, sur la réalité augustinienne de leur croyance, il y a une continuité. Mais les choses changent. Le jansénisme du XVIIe siècle est tout de même un jansénisme tragique. C'est un temps très dur, le début du XVIIe siècle. Et la personne de Pascal, pour ne parler que de ce génie, cet effrayant génie, Pascal est évidemment quelqu'un de tendu, quelqu'un de profondément déchiré. S'il fallait donner une phrase pour définir ce jansénisme, ce premier jansénisme, je cite souvent celle de Pascal, le Christ sera en agonie jusqu'à la fin des temps. C'est donc une réflexion de la vie en fonction de la mort et en fonction de l'éternité et du salut. Mais si je prends un texte de 1790, donc un texte janséniste, dans un journal janséniste de la Révolution, alors il célèbre le patriotisme et déclare que le patriotisme chrétien, catholique, est bien meilleur parce qu'il considère tous les hommes comme frères, comme enfants d'un même Dieu, comme appelés à la même immortalité. Et c'est la fin de la phrase qui évidemment montre toute la différence avec le XVIIe, c'est le patriotisme de la religion qui ajoute au bonheur temporel des bons citoyens la douce perspective de le continuer dans une vie sans fin. Donc cette référence au bonheur éternel, c'est évidemment quelque chose que le XVIIe siècle n'aurait pas du tout envisagé. Donc ce sont les mêmes, mais ce sont en même temps des êtres tout à fait différents. Mais entre la culture du temps de Richelieu et celle de la fin du règne de Louis XVI, on est tout de même dans deux mondes tout à fait différents. Cette différence donc me permet d'aborder le deuxième point de ma conférence. Nous pourrons revenir sur les définitions théologiques dans les questions, si vous le souhaitez. Et donc j'ai intitulé ce deuxième point « Les risques du politique ». Parce que, a priori, le jansénisme n'est pas un mouvement politique. Mais nous avons vu déjà, avec ma dernière citation, qu'au moment de la Révolution française, une bonne partie des jansénistes est tout à fait engagée dans le mouvement de la Révolution. Donc on a souvent dit, c'est la différence entre les deux jansénismes, celui du XVIIe est purement théologique et spirituel, celui du XVIIIe devient gallican, politique, et donc en quelque sorte serait inférieur parce que beaucoup plus inscrit dans le temporel que dans le spirituel. Ça, je crois que c'est vraiment totalement faux. Le jansénisme, malgré lui, est politique dès le départ. Et il est politique dès le départ parce qu'au moment où se développe ce jansénisme, le grand conflit qui anime l'Europe, c'est rien moins que cette terrible guerre de 30 ans. Or, dans la guerre de 30 ans, la France de Louis XIII et de Richelieu a choisi, contre les Habsbourg catholiques, des alliances protestantes. Des alliances qui, évidemment, sont toutes de la raison d'État, qui ne transforment pas la croyance de Richelieu ou de Louis XIII, qui sont de fort bons catholiques, mais qui séparent les nécessités de la politique et la foi et la religion. Or, les jansénistes vont se trouver dans l'opposition à Richelieu.
Jansénius lui-même, donc Jansénius, lui, il est du côté Habsbourg, hein, puisque ces provinces belges sont encore dans les cercles Habsbourg, et il a publié, avant sa grande œuvre théologique, il a publié en 1635 un pamphlet virulent contre Richelieu qui s'appelle le Mars Gallicus. Et dans ce pamphlet, il dénonce la politique de Richelieu, il dénonce la raison d'État, il dénonce la politique française pour exalter la politique espagnole. Évidemment, Richelieu va regarder les amis français de Jansénius avec méfiance. Et il se trouve que ces amis français de Jansénius, Saint-Cyran, un certain nombre d'autres, vont évidemment être dans une position difficile. Ils ne dénoncent pas le Mars Gallicus, ils trouvent qu'il manque d'onction, qu'il a été écrit un peu avec vivacité. Mais en même temps, ils condamnent de fait la politique de Richelieu. Ils sont dans ce qu'on appelle l'opposition dévote, qui va désigner Richelieu comme l'homme de la raison d'État, c'est-à-dire de la raison d'enfer. Il critique cette notion de raison d'État. La raison d'État doit toujours être en dessous des nécessités de la politique chrétienne. Donc, nos jansénistes, je dirais même avant même que le mot existe, puisque en 1641, il apparaît, 1651, on l'utilise couramment. Eh bien, avant même tout cela, Saint-Cyran est enfermé à Vincennes, donc il est prisonnier d'État. Les jansénistes ont un prisonnier avant même que le mouvement existe et que le mot soit couramment employé. Donc vous voyez, cette idée d'un 17e uniquement spirituel et d'un 18e qui deviendrait catholique ne tient pas la route. Le jansénisme est politique dès le départ, mais d'ailleurs le religieux et le politique sont tellement étroitement imbriqués dans la société d'Ancien Régime qu'il est très très difficile d'avoir des séparations bien nettes. Et ça ne s'arrange pas avec le temps. Les jansénistes vont être plus ou moins compromis dans la fronde. Ils n'ont pas participé à la fronde, sauf peut-être l'un d'entre eux qui aurait fait en passant quelques mazarinades. Mais globalement, ils ne sont pas impliqués dans la fronde, mais tous leurs amis le sont. Donc Mazarin, qui n'est pas plus indulgent que Richelieu, déteste ce mouvement qui, pour lui, est un mouvement de frondeurs et d'opposants. Cette hostilité de Mazarin à l'égard des jansénistes, il l'a transmise à son filleul, à son élève Louis XIV. Louis XIV déteste les jansénistes. Il les traite de républicains. Alors, républicains, évidemment, d'une certaine façon, l'histoire lui donne raison, puisque un certain nombre de jansénistes vont se retrouver au début et à la naissance de la République. Mais le mot républicain, quand Louis XIV l'emploie, ça signifie en fait de mauvais sujets, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas compris que le bon sujet devait être soumis au monarque absolu et ne pas avoir la moindre indépendance d'esprit face au monarque absolu. Curieusement, Louis XIV, de mon point de vue, même si c'était un point de vue un peu paradoxal, est un grand responsable dans le développement et le succès du jansénisme. Pourquoi ? Eh bien, nous le verrons d'abord parce qu'il a persécuté les jansénistes. Or, la persécution, vous savez, c'est la phrase de Tertullien, le sang des martyrs fait de nouveaux chrétiens. La persécution
et a été, en tous les cas pour les jansénistes, nous y reviendrons à la fin de cette conférence, la persécution a été un facteur de renouveau, de développement des jansénistes. Mais encore, si Louis XIV avait persécuté en permanence, on aurait probablement eu une situation comme celle des protestants. Après la révocation de l'édit de Nantes, effectivement, le protestantisme est tout de même bien anéanti et il mettra quelques générations à renaître. Mais avec les jansénistes, Louis XIV a une politique où il alterne un temps de répression, un temps de, entre guillemets, tolérance. Alors, la répression, c'est au début de son règne, avec la volonté de les éliminer, que tous, même les religieuses, même les maîtres d'école, signent un formulaire qui nettement condamne le jansénisme. Et puis, entre 1668 et 1679, grâce d'ailleurs au pape Clément IX, c'est la période que l'on appelle paix de l'Église. Donc pendant un peu plus de 10 ans, les jansénistes qui étaient persécutés ne le sont plus. Ils ont un ministre, par exemple Pomponne, il appartient à la mouvance janséniste. Ils sont reçus à la cour, on les laisse publier absolument librement, et donc c'est la grande période des grandes publications du monde janséniste. Et puis, brutalement, en 1680, c'est la fin de la paix de l'Église, le retour à la persécution. Pourquoi ? Peut-être parce que Louis XIV a espéré, en supprimant la persécution, en intégrant les jansénistes, il a probablement espéré qu'ils allaient en quelque sorte perdre de leur spécificité et se diluer dans la culture générale et l'adulation au roi. Ça n'a pas réussi, et donc il y a ce retour à la persécution, et une persécution qui va être d'autant plus mal comprise que pendant une dizaine d'années, les jansénistes ont été dans tous les, à la cour, à la ville, partout. Donc ça paraît encore plus incompréhensible. Et puis, deuxième point sur lequel Louis XIV a changé de politique religieuse, c'est la question du gallicanisme. Donc le gallicanisme, c'est l'idée qu'il faut respecter les libertés de l'Église gallicane et que Rome, évidemment on respecte l'évêque de Rome, on respecte le pape, mais il ne doit pas trop se mêler des affaires de l'Église de France. Or, alors, les jansénistes sont devenus gallicans assez rapidement dans le cours de leur histoire. Louis XIV, là encore, a alterné les politiques. En 1682, ce sont les fameuses propositions, et en 1682, on peut dire que le roi est gallican. Il est d'ailleurs en conflit avec le pape. Et donc, les gallicans sont favorisés, Bossuet est tout à fait dans cette optique. Mais en 1713, Louis XIV a changé d'option et il va solliciter du pape une bulle, la bulle Unigenitus, qui condamne le jansénisme et qui condamne le gallicanisme. Donc, je dirais que cette alternance, ces contradictions dans la politique religieuse de Louis XIV ont été finalement très favorables à ses opposants. En alternant tant de persécution et tant d'acceptation, il a rendu les choses pas très claires,
Et donc, en fait, il a permis au jansénisme de se diluer dans l'ensemble de la société et surtout dans les classes dirigeantes de la société. Certains courtisans disaient par exemple « je suis janséniste le matin, je suis jésuite le soir ». C'est-à-dire qu'en fait, les deux principales interprétations à l'intérieur du catholicisme, eh bien, elles peuvent être à l'intérieur d'un même individu. Donc, évidemment, après ça, il est plus difficile de rejeter et de persécuter. Donc, nous arrivons à la fin du règne de Louis XIV et à cette fameuse bulle Unigenitus de 1713. Cette bulle, donc, c'est le roi qui l'a sollicitée et évidemment, le pape est très content que le roi lui demande d'intervenir parce qu'en 1682, le même roi aurait absolument refusé de demander quelque chose au souverain pontife. Et donc, en condamnant le jansénisme, donc la bulle reprend des propositions tirées d'un ouvrage de Pasquier-Quesnel, et en fait, ces 101 propositions condamnent tout ce qui pourrait avoir un aspect janséniste. D'une part, ça pose un petit problème, parce qu'en lisant cette bulle, des tas de gens qui ne se pensaient pas du tout jansénistes découvrent qu'ils le sont. Donc on est à nouveau dans quelque chose d'un peu compliqué. Ils se pensaient, ils sont d'ailleurs parfaitement catholiques, mais tout d'un coup ils se trouvent condamnés dans la bulle. Et puis d'autre part, profitant de la situation, les Romains, faut dire, quand même toute cette culture derrière eux, ont profité de la demande de Louis XIV pour condamner, sans employer le mot effectivement, mais pour condamner le gallicanisme avec le jansénisme. Ils ont fait en quelque sorte un paquet bien mélangé, mais où finalement les deux notions étaient l'une comme l'autre condamnées. Donc le monde gallican est plus large que le monde janséniste. Et au XVIIIe siècle, il est vrai que les deux vont avoir tendance à se confondre. Je dirais que tous les jansénistes sont gallicans et 90% des gallicans sont plutôt ouverts au jansénisme. Donc, pardon. Donc nous abordons, à la fin du règne de Louis XIV, 1713, nous abordons un jansénisme, celui du XVIIIe siècle, qui est immédiatement un jansénisme gallican, politique, très lié avec le monde de la magistrature et qui va être en fait, au XVIIIe siècle, un des éléments d'opposition à la monarchie absolue. Ce que déclenche la bulle Unigenitus, c'est une résistance et une résistance ouverte. Jusqu'à présent, que réclamaient les jansénistes? Au fond, ils réclamaient simplement le droit au silence, le droit au silence respectueux. Ils n'étaient pas convaincus au fond, mais du moment qu'on ne leur demandait pas trop de s'engager, de préciser, eh bien, ils étaient prêts à rester soumis. Ce que nous voyons avec la bulle Unigenitus, c'est une organisation. C'est 4 évêques qui vont faire appel de la bulle en disant que c'est une décision de foi, que pour les décisions de foi, il faut un concile œcuménique, que le concile est supérieur au pape, donc ça plaît beaucoup aux gallicans, et ils vont se compter. C'est-à-dire que l'appel des 4 évêques va être signé par toute une série
de prêtres, de religieux, de religieuses, de laïcs également, qui contestent donc cette bulle Unifinitus. Et donc, à partir de là, c'est formidable, parce que jusqu'à présent, je vous ai parlé de jansénisme et janséniste, mais en réalité, j'aurais pas dû. J'aurais dû dire prétendu janséniste et faire à chaque fois une petite phrase pour bien rester dans l'absolue objectivité. Tandis qu'à partir de maintenant, les jansénistes deviennent des appelants, puisqu'ils font appel de la bulle à un concile œcuménique. Et donc, à partir de là, le jansénisme tel qu'il apparaît au XVIIIe siècle va avoir des expressions politiques et même une certaine forme de créativité politique. C'était l'objet de ma thèse qui s'appelait « Jansénisme et Lumière », où j'analysais les liens. Évidemment, il y a beaucoup de différences, mais sur un certain nombre de points, des liens se sont tissés entre une partie du monde janséniste et une partie des Lumières. Mais le fond théologique et spirituel reste le même. Je crois que c'est très important. Les curés jansénistes sont d'ailleurs généralement très... Alors ça, c'est tout à fait curieux, parce qu'on a dit très longtemps... le jansénisme est un des facteurs de la déchristianisation, parce que les jansénistes étaient tellement insupportables, ils demandaient tellement de choses au peuple chrétien que ça a révolté les gens. Honnêtement, je ne crois pas. Il y a pu y avoir un curé janséniste insupportable et des révoltes localement. Mais les témoignages que nous avons sont plutôt des témoignages de grand respect des paroissiens pour leur curé janséniste, parce que très souvent ils étaient rigoureux avec eux-mêmes, mais finalement pas si rigoureux que cela avec les paroissiens, ou du moins dans un dialogue avec eux qui les rendait plutôt sympathiques, et notamment parce que beaucoup de curés jansénistes, alors je ne dis pas qu'un curé non janséniste n'était pas capable d'en faire autant, mais beaucoup de curés jansénistes créaient des écoles sur leur propre fonds, distribuaient du pain quand il y avait des difficultés alimentaires. Donc ils avaient véritablement une pastorale très proche du peuple, et donc ils étaient en général plutôt populaires. Bon, je referme la parenthèse. Quelles sont donc les formes d'expression politique du jansénisme au XVIIIe siècle? J'en distinguerai trois. Il y a, et ça c'est tout de même tout à fait étonnant, il y a un courant démocratique. C'est-à-dire que, à l'intérieur de cette mouvance spirituelle, à l'époque de la Régence, et puis évidemment après 1780, à la fin du siècle, va se développer un raisonnement qui, bien avant les philosophes, est beaucoup plus radical que la plupart des philosophes. Eh bien, sous la Régence, vous avez des penseurs jansénistes, des canonistes, qui vont dire, eh bien, nous, notre modèle d'Église, c'est un modèle démocratique. Au premier concile, au concile de Jérusalem, dans l'Antiquité chrétienne, tout le monde était à égalité, et l'égalité est la loi, enfin, devrait être la loi dans l'Église. Et passant de cette idée que l'Église est une démocratie, ils en arrivent à l'idée que, puisqu'il y a démocratie dans l'Église, pourquoi n'y aurait-il pas démocratie dans l'État? Et les premiers penseurs de la souveraineté populaire se retrouvent dans ce réseau de jansénistes démocrates. Alors évidemment, à la période de la Régence, c'est une toute petite minorité. Mais c'est un mouvement qui va se développer, notamment à travers une défense des curés contre les évêques, qu'on appelle le richérisme, et qui a eu évidemment une grande importance dans le ralliement du clergé, d'une partie
du second ordre du clergé à la Révolution. Mais on ne peut pas dire que le jansénisme soit démocratique. Il y a également à l'intérieur du jansénisme un courant aristocratique. Nous allons le rencontrer davantage chez les magistrats. Les membres du Parlement sont des monarchistes, mais pas des partisans de la monarchie absolue. C'est-à-dire qu'ils sont pour la bonne monarchie traditionnelle, la monarchie française. En gros, pour eux, ça s'est arrêté à peu près à Henri II. À partir de là, il y a eu déviation, et pour beaucoup d'entre eux, déviation d'ailleurs liée à l'influence des Italiens et notamment de la très machiavélienne Catherine de Médicis. Donc il y a toute une réflexion sur l'histoire de France transformée par la mauvaise influence italienne. Mais aussi, il faut remonter encore beaucoup plus loin à la conquête franque. C'est l'avocat Lepage qui pense que les Francs sont à l'origine de la noblesse. Ils ont asservi les Gaulois, mais c'était des asservis heureux. Donc ça a été une conquête tout à fait positive. Et donc il y a naturellement une noblesse de robe, éventuellement une noblesse d'épée aussi, mais surtout une noblesse de robe, une noblesse des magistrats qui descend des Francs, qui forme la curia regis autour du roi et qui devrait partager le pouvoir avec le roi. Le roi a eu tort de devenir absolu, il devrait redonner du pouvoir aux magistrats. C'est très proche d'un raisonnement de Boulainvilliers, mais Boulainvilliers, lui, c'est aux nobles d'épée qu'il donne cette fonction d'être les conseillers, les intermédiaires et de ceux qui doivent partager le pouvoir avec le roi. Lepage dit non, pas du tout. La noblesse d'épée, elle est héritière des Germains. Et les Germains, ça a toujours été des grosses brutes. Je simplifie un petit peu le raisonnement de Lepage, mais c'est tout de même bien ça. Et donc, les vrais conseillers du prince, ceux qui vraiment doivent participer à son pouvoir, ce sont les magistrats. Et donc là, c'est un courant tout à fait aristocratique pour une monarchie, mais une monarchie limitée. Et toute la fronde parlementaire du XVIIIe siècle s'explique par cette conception politique qui est liée à la mouvance janséniste. Je n'ai pas perdu le fil courant de mon raisonnement. Et puis enfin, il y a une troisième tendance politique qui est celle, je dirais, un courant politique très important au XVIIIe, en dehors même du mouvement janséniste, qui est le despotisme éclairé. Les philosophes admirent, enfin pas tous les philosophes, mais beaucoup admirent Frédéric II, Catherine II, qui certes sont des despotes, mais qui vont dans le sens des Lumières. C'est tout pour le peuple, rien par le peuple. Enfin, ça, c'est la théorie, parce que Frédéric et Catherine ont quand même eu une politique un peu rude, notamment Catherine II, pour les serfs. Alors, les jansénistes ne sont pas spécialement admirateurs de Catherine ou de Frédéric, l'une étant orthodoxe et l'autre protestant, mais ils ont trouvé leur despote éclairé en la personne de Joseph II. Pour eux, Joseph II est le modèle du roi patriote, le modèle du roi favorable à la tolérance, et donc le journal janséniste du XVIIIe siècle décrit la politique de Joseph II comme la politique modèle d'un souverain chrétien, catholique. Donc nous avons au XVIIIe siècle un jansénisme. Ma thèse portait sur le XVIIIe siècle. Vous voyez pourquoi j'ai dû mettre un S, parce que entre tous ces jansénistes, il y a tout de même beaucoup de différences. Que partagent-ils tout de même avec les Lumières ? Eh bien,
deux choses un petit peu, deux combats qui sont plutôt des combats défensifs. Ils vont être les artisans principaux de la destruction des jésuites. Le XVIIIe siècle, c'est le moment où les jésuites sont condamnés, enfin, doivent quitter le royaume. Et là, les jansénistes, je pourrais revenir dans les questions, les jansénistes ont vraiment été les artisans de ce renvoi des jésuites. Avec les Lumières, ils vont également être dans une opposition à la monarchie absolue. La fin du règne de Louis XV est marquée par un redressement autoritaire qu'on appelle le coup Maupoux. Eh bien, dans la lutte contre Maupoux, on retrouve aussi bien des jansénistes que des philosophes. Et puis, et ça c'était un peu moins connu, et c'est quelque chose d'important, sous le règne de Louis XVI, les jansénistes vont défendre l'édit de tolérance à l'égard des protestants. Alors, ça ne signifie pas qu'ils soient favorables à la tolérance et à l'égalité, mais ils sont favorables à la tolérance civile. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que, puisque les protestants, en fait, ne se sont jamais vraiment convertis, puisqu'ils sont encore là, eh bien, il faut absolument cesser de les persécuter et il faut leur donner une existence civile. Parce que sinon, vous aviez des centaines de milliers de personnes dans le royaume qui ne se mariaient pas, dont les enfants étaient des bâtards, qui n'avaient aucune existence civile. Donc, beaucoup de jansénistes étaient des magistrats, et les magistrats trouvaient que c'était insupportable. Et les magistrats défendaient l'idée de droit civil pour les non-catholiques, dans la mesure où, sinon, c'était les règles de la famille et celles de la propriété qui étaient en fait en permanence remises en cause. Ce jansénisme du XVIIIe siècle, évidemment, il n'y a pas de personnage aussi exceptionnel que Pascal ou Racine. Je pense qu'il faut quand même être juste et reconnaître que les grands hommes du jansénisme sont dans la première période. Mais pour autant, il y a des tas de magistrats, d'avocats, de canonistes, d'écrivains qui sont très respectables. Et je voudrais vous donner trois noms qui sont bien connus des 18e. L'abbé Pluche, qui est l'auteur d'un best-seller sur la nature, qui est un janséniste. Rollin qui est un éducateur et qui a formé la génération qui sera révolutionnaire à la mode de l'Antiquité. Si on parle de Sparte et de Rome dans les assemblées révolutionnaires, c'est en grande partie à cause, entre guillemets, ou grâce à Rollin. Et puis peut-être un personnage un peu plus connu, l'abbé de l'Épée. L'abbé de l'Épée, ce quartier doit évoquer bien des choses. Eh bien, si l'abbé de l'Épée fait tout ce qu'il fait, c'est pour pouvoir sauver les individus. Parce que pour être sauvé, il faut comprendre, et pour comprendre... Voilà. Donc là, vous avez trois personnages qui me semblent assez représentatifs de ce jansénisme du XVIIIe siècle. Le jansénisme, évidemment, ne s'arrête pas en 1789 et au contraire, la Révolution va être une période tout à fait importante. Alors là aussi, on a dit tellement et tellement de choses sur les jansénistes à l'origine de la Révolution, responsables de la Révolution, qui l'auraient préparée. Non. Là, je crois qu'il faut être tout à fait clair. Pas plus que les autres, ils n'ont vu venir les choses. Et pas plus qu'ils n'ont été... Il n'y a pas eu un complot qui a préparé, programmé... Enfin, c'est pas Lénine en 1917. C'est totalement... On est dans un tout autre contexte. Mais dans la période révolutionnaire, les jansénistes vont se diviser.
j'ai envie de dire, une nouvelle fois, parce qu'ils sont tellement différents. Eh bien, vous savez que ceux qui se rallient à la Révolution adhèrent à la constitution civile du clergé, et on les appelle les jureurs ou les constitutionnels, et ceux qui la refusent, on les appelle les réfractaires. Il est évidemment bien difficile de faire une comptabilité exacte, mais je dirais en gros que dans la mouvance janséniste telle que je la connais à la fin du siècle, 2/3 sont constitutionnels, donc une grosse majorité est du côté de la Révolution, et 1/3 est réfractaire. Ces constitutionnels, enfin, ces jansénistes constitutionnels, jureurs, pourquoi se sont-ils ralliés? Ils ne pensent pas nécessairement que la constitution civile du clergé soit parfaite. Ils ne sont pas à l'origine de la constitution civile du clergé. Il y a des choses qui leur plaisent dans cette constitution, parce que, d'abord parce qu'il y a un découpage géométrique des diocèses comme des départements. Ça, je trouve que c'est très bien. C'est vrai qu'avant, il y avait des tout petits, des très gros. Bon, ça leur convient parfaitement. Ils trouvent tout à fait normal que, comme dans l'Église primitive, on élise les curés et les évêques. Ils trouvent ça parfait. Qu'on ait augmenté les revenus des curés et terriblement baissé ceux des évêques. Là encore, ça leur va parfaitement bien. Mais bon, il y a des choses sur lesquelles ils ne sont pas enchantés. Notamment, on a supprimé les vœux ecclésiastiques. On a supprimé les monastères. Au départ, pas tous, et puis après, tous. Donc là, ils sont tout de même, évidemment, très réservés sur ces questions. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'avec tous ces défauts, cette constitution civile du clergé a un immense avantage, c'est qu'elle met fin à la bulle Unigenitus. Donc la vraie catastrophe du siècle pour eux, c'était la bulle de 1713 et 1790. Bon, on peut s'en accommoder beaucoup mieux que de la bulle Unigenitis. L'évolution, donc les jansénistes, on ne les rencontre plus, enfin, on ne peut plus les étudier que dans le clergé constitutionnel. Parce que les autres, ceux qui rejoignent les réfractaires, vont progressivement cesser de s'exprimer. Après 92, ils ne s'expriment plus. La plupart ont fait comme l'ensemble du clergé réfractaire, c'est-à-dire qu'ils sont partis. Ce qui fait, et ça aussi c'est une grosse difficulté, que le clergé qui est persécuté au moment de la déchristianisation, c'est beaucoup plus le clergé constitutionnel que le clergé réfractaire. Tout simplement parce que l'un est parti et l'autre est encore là. Or, nous retrouvons nos jansénistes face à la déchristianisation, et notamment à Paris. Or, Paris est un grand centre de déchristianisation parce que la commune de Paris est particulièrement virulente. Il y a parmi les curés parisiens à cette époque, il y en a 2 ou 3 qui sont jansénistes et ils sont véritablement en pleine déchristianisation, fin 92 et toute l'année 93. Ils sont encore là, ils résistent, ils refusent, on leur interdit les processions. Ils font des processions. On veut, je veux dire, leur résistance, la résistance qu'ils ont menée contre le roi, ils la mènent contre la déchristianisation. Bon, avec tout de même un certain courage, parce que ce n'était pas une période très facile. Un certain courage et un sens politique tout à fait étonnant, parce que à Paris, par exemple, la déchristianisation est menée par la Commune de Paris. Mais la Convention et le Comité de salut public sont beaucoup plus réservés. La Convention hésite et le Comité de salut public
et même hostiles à la déchristianisation, pas nécessairement pour des raisons spirituelles, mais parce qu'ils trouvent que ça fait un désordre qui n'est pas du tout d'actualité, alors que le pays est en guerre civile, qu'il y a toutes les puissances d'Europe contre la France. Ils se disent que c'est vraiment pas le moment de faire une agitation supplémentaire. Et donc nous voyons nos curés jansénistes faire agir leur réseau et leurs relations pour inciter la Convention et le Comité de salut public à prendre des mesures contre la Commune de Paris. Et le 25 décembre 1993, donc la dernière feuille du journal janséniste des Nouvelles Ecclésiastiques pour 1793, c'est pratiquement... ils sont chrétiens, donc ils ne veulent pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Mais c'est Manuel, donc, qui a été responsable à Paris de la déchristianisation, qui finalement passe à la guillotine. Et là, on a le journal qui ne se réjouit pas, mais qui dit que c'est le doigt de Dieu, la volonté de Dieu qui s'est exprimée dans ce choix politique et cette élimination des déchristianisateurs. C'est un peu optimiste, hein, parce que décembre 93, les mauvais moments difficiles n'étaient pas terminés. Mais vous voyez tout de même dans quelle optique ils sont et comment ils ont évolué. Je ne vais pas les suivre sous la Révolution et l'Empire, parce que le temps passe et je ne voudrais pas vous imposer. Mais bon, ils sont toujours là. Hein, et notamment... Un personnage que je vais tout de même mentionner, ne serait-ce qu'une fois, c'est l'abbé Grégoire, qui est une continuité et qui en 1995 essaie de reconstruire, de convoquer un synode, de construire une église gallicane. Grégoire qui sera aussi l'opposant au Concordat, l'opposant à Napoléon, l'opposant à la Restauration, enfin... Bon, la continuité dans la résistance, je crois que c'est une assez bonne définition des jansénistes. Alors, je passe à mon troisième point. Au fond, pourquoi cette survivance de cette tentation janséniste? Pourquoi? Parce que, prenons un autre mouvement comme le quiétisme, bon, il est bien cerné dans le temps. Il ne va pas se poursuivre comme ça, évoluer, se transformer, tout en restant le même. Je crois le premier point, c'est la complexité même de ce mouvement, qui est une contestation qui reste interne à l'Église. Il n'y a jamais de schisme. Ils refusent, ils sont traités de schismatiques, mais ils refusent de sortir de l'Église. Ils sont l'Église. Ils sont les vrais catholiques. Ce sont les autres qui se trompent. Les autres peuvent être la majorité, ça ne les dérange pas du tout. Parce que dans l'histoire de l'Église, le petit troupeau a souvent raison. Donc, c'est déjà un élément de complexité. Et puis, dans leur pratique sociale et politique, on retrouve cette même complexité. Par exemple, alors qu'on tente au XVIIe siècle, enfin le catholicisme essaie de développer une spiritualité dans le mariage. Je renvoie aux travaux d'Agnès Walsh qui a très très bien montré cette spiritualité. Eux, pas du tout. Bon, si on se marie, c'est vraiment parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il n'y a aucune valorisation du mariage. Donc on pourrait dire que c'est du rigorisme, ils sont en dehors du mouvement, ils sont figés sur des valeurs anciennes. Soit. Mais comme pour eux, le mariage n'a pas une valeur primordiale, ils se souviennent qu'il n'a pas toujours été un sacrement. Ce qui est vrai, non, dans l'histoire de l'Église, le sacrement du mariage est relativement tardif. Donc, ça les amène à accepter le mariage protestant. Si vous voulez, c'est cette rigueur dans la conception même du mariage qui les rend relativement tolérants à l'égard des autres religions. Et nos curés parisiens en 93, eh bien, ils ont
sur le mariage civil, qui est donc en 92 est imposé par la Révolution, ils ont une position qui est une position que l'on retrouvera dans l'Église, mais au XXe siècle. C'est-à-dire qu'ils disent, bon nous on n'a rien à voir là-dedans, les gens qui se marient, on respecte la loi, donc il faut bien que les curés vérifient que le mariage civil a précédé, mais ce n'est pas gênant, au contraire même c'est bien, parce que comme ça on ne mariera religieusement que de vrais et de sincères catholiques. Bon, donc si vous voulez, d'une rigueur passéiste, une position entre guillemets révolutionnaire. Et ça c'est typique à cette forme de réalité janséniste. Bon, alors par contre, sur le divorce, ils n'admettent pas le remariage des divorcés. Ils disent tout de même qu'il faut être charitable et ne pas... si des divorcés veulent assister à la messe, ils peuvent. Mais assister. Il n'est pas question, évidemment, de distribuer les sacrements. Quant au mariage des prêtres, alors là, il n'y en a absolument pas question. Et donc, ils vont rompre avec une partie du clergé constitutionnel qui va vers cette direction. Donc, vous voyez cette complexité. Je crois que c'est pour ça qu'il y a une existence qui dure, parce que c'est un mouvement d'une telle richesse et d'une telle complexité qu'en fait, on ne sait jamais de quel côté il va se situer. Deuxième point important, c'est cette notion de liberté de conscience et de résistance. Ça, on la retrouve sur les abbesses de Port-Royal. Elles ne peuvent pas faire quelque chose. Ces religieuses, on leur demande de signer un formulaire tout le monde signe à un certain moment, elles non. Parce qu'elles ne vont pas signer quelque chose qui est contre leur conscience. Mais on le trouve également, cette résistance, dans tous les jansénistes qui, au XVIIIe siècle, sont embastillés. C'est un phénomène intéressant, on ne peut pas leur faire de procès, enfin on pourrait évidemment, mais ce serait compliqué. Donc la monarchie a la lettre de cachet et on embastille les écrivains jansénistes, les libraires, il y a beaucoup plus de jansénistes à la Bastille que de philosophes. On emprisonne les femmes qui convulsionnent, les libraires, leurs femmes. Enfin. Donc là, on voit une très très grande résistance et on a les interrogatoires dans les archives de la Bastille et les commissaires de police ou le gouverneur, qui est celui qui mène l'interrogatoire, disent toujours à ces femmes, enfin bon, soumettez-vous, d'abord, qu'est-ce que vous y connaissez, hein? Et elles répondent qu'elles ont lu la Bible, les jansénistes sont les seuls dans le monde catholique à faire traduire la Bible en français et à penser que tous les chrétiens doivent la lire. Et donc elles sont véritablement, elles tiennent tête, ces femmes du peuple, enfin que je trouve tout à fait émouvantes. Elles tiennent tête aux autorités par leur conviction, au nom de la défense de leur conscience. Et on a ces curés jansénistes à Paris en 93. Vous ne voulez pas qu'on ait de procession, et bien on la fera quand même. Et donc ils continuent leur pratique dans des moments difficiles. Et puis c'est aussi la fameuse scène de Grégoire à la Convention nationale, luttant contre l'épisode de déchristianisation où on voit l'évêque de Paris renoncer, etc., etc. Donc, résistance, droit de la conscience, c'est quelque chose que ceux du XVIIe, comme ceux de la Révolution, ont en commun. Mais cette résistance, elle a été favorisée par la persécution. Les philosophes disaient, Voltaire, Diderot, d'Alembert, disaient, mais que l'on cesse de les persécuter, il faut les ridiculiser.
Et le ridicule était pour eux la seule arme qui pouvait en finir avec le jansénisme. Ce qui d'ailleurs a bien failli se passer, puisque en 1730, il y a eu la fameuse phase des convulsions. Je répondrai à vos questions si vous le souhaitez après. Et cette phase des convulsions, de 1730 à 1750, il y a véritablement un recul du mouvement parce que on considère ces excès, cette sensibilité convulsionnaire tout à fait déplacée au XVIIIe siècle. Mais en réalité, ce qui fait la force du jansénisme, c'est la persécution. Et bon, c'est pour ça qu'évidemment, on réfléchit toujours à la couverture d'un livre, et plutôt que de prendre un Philippe de Champaigne, très très belle peinture, j'ai choisi cette gravure qui est reproduite, qui est quelque chose de beaucoup plus simple, mais qui montre le moment où les religieuses sont chassées du monastère de Port-Royal et où on détruit les bâtiments et où on va détruire même le cimetière. Or, cette destruction du cimetière, notamment, qui a lieu en 1711, c'est vraiment un moment déterminant. C'est ce que j'ai appelé, et ça se reproduit au XVIIIe siècle, c'est ce que j'ai appelé la persécution des morts. C'est-à-dire que dans ce cimetière, en réalité, il y avait des tas de morts qui n'étaient pas jansénistes, puisqu'il était là depuis le XIIe siècle, et certains ont pu être transportés et inhumés à nouveau dans des conditions normales, mais pour beaucoup d'autres, il a fallu faire très très vite, et les cadavres n'étaient pas traînaient, les cadavres des religieuses suscitaient les railleries des fossoyeurs. Enfin, on a toute une série de témoignages. Alors, ces témoignages sont-ils exacts? Sont-ils uniquement des témoignages de propagande? Je dirais qu'il y a un peu des deux. Mais en tous les cas, l'indignation, elle est lisible, y compris bien en dehors de la mouvance janséniste. Et donc cette idée que l'on détruise un cimetière, que l'on évacue les morts, qu'on les méprise, c'est un moment tout à fait déterminant dans la sympathie qui va se déclarer à l'égard des cadavres persécutés. Et c'est quelque chose que l'on retrouve chez Saint-Simon. Saint-Simon qui avait une certaine sympathie pour les jansénistes, mais qu'au XVIIIe siècle, on va retrouver chez l'historien républicain Michelet, qui a des pages absolument sublimes sur cette destruction du monastère, des bâtiments et du cimetière. Et ça se reproduit en 1750, autour de 1750. C'est ce que l'on appelait traditionnellement l'affaire des billets de confession, et que je préfère appeler l'affaire des refus de sacrement. En 1749, l'archevêque de Paris, Christophe de Beaumont, considère que le jansénisme décline. C'est vrai, on est après la période convulsionnaire, il n'y a plus d'évêques, enfin il en reste un, il reste un seul évêque janséniste. Donc Christophe de Bourbon se dit maintenant, ça y est, on va pouvoir les éliminer une bonne fois pour toutes. Et donc il décide que dans son diocèse, on ne pourra donner l'absolution et donc permettre la confession et donc permettre les sacrements que si les fidèles, mais pas seulement les clercs, tous les fidèles, présentent un billet de confession signé par un prêtre non janséniste, et sinon, refus de sacrement. Refus de sacrement, c'est-à-dire refus d'Eucharistie, refus de mariage,
Bon, ça, on les a comptabilisés, hein, il y en a quelques milliers, mais bon, ça fait scandale, c'est sans doute très pénible quand ça se produit. Mais ce qui va focaliser l'attention, c'est les refus de dernier sacrement, le refus du viatique, et donc l'enterrement sans cérémonie et en dehors des cimetières, en dehors des terres consacrées. Les chroniqueurs ont une expression, Paris s'est réveillé janséniste. C'est-à-dire, alors Voltaire, lui, on communiait par ordre du Parlement, lui s'amuse beaucoup de ce refus de sacrement, mais la réaction des gens est une réaction de solidarité avec les jansénistes. Parce que ces cérémonies sont... alors parfois les cérémonies n'ont pas lieu, donc effectivement les gens sont enterrés n'importe où, hein, comme les comédiens, comme les suicidés, comme toute une série d'individus. Parfois la cérémonie a lieu quand même, mais elle est bâclée, elle est faite avec dérision, avec distance, et puis parfois les cadavres sont malmenés. Alors on a des exemples, parce que les gens protestent, hein, donc on a toutes les archives possibles et imaginables, où les gens sont mal enterrés, où on a fait une fosse trop petite, enfin, bon, je vous passe des détails macabres, mais on a les témoignages, et donc on revit à Paris, en plein milieu du XVIIIe siècle, on revit les horreurs du cimetière détruit en 1711. Et à nouveau, il y a cette solidarité avec ceux qui apparaissent comme des victimes absolument de cet état de choses. Et puis, avant même cette phase la plus cruciale et la plus dramatique, il y a eu la phase qui précédait, c'est-à-dire le moment où l'ecclésiastique anti-janséniste arrive dans la chambre de l'agonisant, écarte tous les présents et se met à tenir un discours théologique. Et là, les gens ne supportent pas, jansénistes ou pas d'ailleurs, hein. Ils considèrent que la mort est devenue une affaire privée et que le clergé est là pour aider et pas pour persécuter et pour demander aux gens en train de mourir s'ils ont bien compris toutes les définitions de la formule numéro telle, de la bulle machin, du formulaire, donc on revient même au XVIIe siècle. Et alors là, vous avez des jansénistes militants qui répondent très paisiblement et qui contestent l'autorité qui est face à eux. Donc là, on est dans cette persécution des morts qui n'avait pas tellement été mise en avant par les historiens et qui pourtant, on la retrouve chez un personnage qui n'est pas secondaire, qui n'est pas janséniste du tout, c'est Chateaubriand. Chateaubriand, il fait de Louis XIV, qui a autorisé la destruction du cimetière de Port-Royal, au fond, un des responsables du vandalisme révolutionnaire et de la destruction du tombeau des rois à Saint-Denis. Donc il fait un superbe raccourci de 1709 à 1793. Donc pourquoi cette sensibilité particulière à la mort, à la persécution du mort? Je crois parce que dans le catholicisme, je dirais même que le catholicisme, c'est le lien entre les vivants et les morts. Par opposition à la réforme, c'est la rupture anthropologique entre le ciel et la terre, entre les vivants et les morts. Et donc il y a la perception que l'Église a rompu quelque chose de fondamental, que l'Église a trahi en ne facilitant pas ce lien, ce passage et ce moment. Et je vous parlais de déchristianisation tout à l'heure. Je pense que la déchristianisation, elle vient beaucoup plus de là
hein, de cette Église dont on estime qu'elle n'a pas rempli son rôle. Même si c'est d'une certaine façon relativement injuste, parce qu'en 1711, c'est bien Louis XIV qui décide la destruction du cimetière, et au XVIIIe siècle, celui qui finalement réussit à sortir de cette terrible querelle des refus de sacrement, c'est Benoît XIV. Donc c'est le pape, par le bref ex omnibus, qui calme un peu le jeu en disant « bon, on n'est pas obligé de demander aux mourants un traité de théologie. Hein, voilà. S'il ne manifeste pas son opposition, en quelque sorte, si le mourant se tient tranquille, si vous me permettez la chose qui a assez mauvais goût, bon, on va pas le persécuter. Et donc, je crois que c'est vraiment là une des clés de ce que j'aime appeler la sensibilité janséniste. Parce que d'abord, sensibilité, c'est quelque chose d'assez mouvant, d'assez pluriel, et ça permet de comprendre ce qui fait le lien au travers de la différence. Et je dirais pour terminer que finalement ce lien, enfin cette fonction de l'Église, ce lien entre les vivants et les morts, en fait, l'Église ne s'en sort vraiment en France qu'au moment de la guerre de 14. Parce que dans les monuments aux morts, dans l'ossuaire de Verdun, il me semble que là, il y a véritablement cette réconciliation, alors là pour le coup, entre la République, l'Église et les morts. Mais curieusement, ou pas curieusement du tout, logiquement, c'est aussi le moment où véritablement le jansénisme devient résiduel. Je vous remercie. J'imagine que vous avez quelques questions à poser à Madame Coffret. Oui, monsieur. Vous avez parlé surtout au XVIIIe siècle, vous avez évoqué le protestantisme. Mais au XVIIe siècle, comment les choses se présentent? J'ai l'impression que les Juifs, évidemment, et les adversaires, les jansénistes, les assimilaient aux protestants. C'est le fait du côté des protestants. Oui. Alors, c'est effectivement une critique qui remonte tout au début du jansénisme, puisqu'on les accusait, Mazarin l'a repris, même s'il n'est pas à l'origine, d'être des calvinistes rebouillis. Alors, pourquoi c'est sûr que les protestants, les jansénistes sont augustiniens. Donc, sur ce plan-là, ils ont des points communs. Mais les catholiques croient fermement au culte des saints, à la transubstantiation, à l'Église, au sacerdoce. Bon, ils sont tout de même absolument catholiques. Au XVIIe siècle, les relations avec les protestants, au moment de la paix de l'Église, les jansénistes sont parmi ceux qui polémiquent, notamment contre Jurieu, enfin, contre tout un certain nombre de pasteurs. Ils sont vraiment pas du tout dans la sympathie. Et au XVIIIe siècle, c'est après l'épisode des refus de sacrement qu'ils en arrivent à être beaucoup plus ouverts à l'égard des protestants. Parce que finalement, ils ont vécu, il n'y a rien de tel, hein, ils ont vécu un peu la même chose. Ils ont vu ce que c'était d'être dans une société quand on était privé. Évidemment, les sacrements étaient la seule façon de naître, de se marier et de mourir. Sinon, on n'existait pas. Et donc, ayant fait cette expérience, je crois que ça a été très important dans leur démarche pour soutenir les magistrats qui défendaient une tolérance civile. Et à Paris, en 92, il y a encore l'ambassade de Hollande, et l'ambassade de Hollande va soutenir les processions des curés jansénistes.
Donc il y a une espèce de retour de bons offices. Alors, justement, s'il y a une confusion quand on dit calviniste européiste, s'il y a une confusion, quels pourraient être les points de raccord entre les protestants et les jansénistes? Mais la prédestination, l'augustinisme, l'idée de la toute-puissance de la grâce, et oui, c'est ça. Je dirais que la version janséniste est plus tragique que, au moins, la version calviniste. Parce que dans la version calviniste, je vais peut-être un peu vite, mais la foi sauve. Donc si vous avez la foi, vous êtes élu. Tandis que la foi ne sauve pas nécessairement pour les jansénistes. Ils ne sont jamais sûrs d'être sauvés. Donc ils ont tout de même une vision peut-être plus dramatique de la prédestination. Oui, c'est un peu, je me souviens d'un livre de Pierre Chaunu. Oui. Sur la religieux du XVIIIe siècle. Le basculement religieux, Voilà, de Paris au XVIIIe siècle. Oui. Il notait, je crois, qu'il y avait une chute assez spectaculaire de la pratique religieuse au milieu du XVIIIe siècle, et il me semble qu'il a incriminé assez violemment Oui, les jansénistes, les responsables de cette... J'aimais énormément Pierre Chaunu, qui est un énorme, un très grand historien, mais nous avons beaucoup débattu de cette question, et c'est pas du tout mon point de vue, mais il me pardonnait. Moi, je pense qu'il y a déchristianisation quand il y a conflit. C'est beaucoup plus le conflit, la violence des accusations, par exemple, entre jésuites et jansénistes, qui tend vers la déchristianisation. Mais ce n'est pas l'existence même du jansénisme. Pourquoi Chaunu était aussi virulent contre les jansénistes? C'est très compliqué, parce que Pierre Chaunu était calviniste, mais en même temps, il n'aimait pas la prédestination. Il sauvait tout le monde. Il n'avait pas tort non plus. mais voilà. Donc je crois que ça faisait partie de ces contradictions. Il n'aimait effectivement pas les augustiniens. C'est une chose de ne pas aimer les jansénistes pour des raisons théologiques, oui. C'en est une autre de les rendre responsables finalement d'une forme de la déchristianisation qui intervient. Non, parce que si vous pensez que c'est une pensée négative, vous lui attribuez des effets négatifs. Bon, moi je suis j'essaie, ce sont des questions très passionnantes et très passionnées. Alors moi j'ai la chance d'être arrivée de l'extérieur, c'est-à-dire je me suis progressivement intéressée à ces questions sans a priori et sans être même de cette culture. Donc je n'ai aucun mérite, me semble-t-il, à être objective. C'est peut-être plus facile pour moi que pour d'autres. Mais Pierre Chaunu était un immense historien. Mais voilà, sur ce point, je n'étais pas d'accord avec lui. Une question concernant la géographie dans Paris, du jansénisme dans Paris. Est-ce que il y avait des pôles jansénistes dans Paris? Est-ce que dans le 5e arrondissement, il y avait un pôle janséniste? Nous sommes dans un quartier, oui, nous sommes tout à fait dans un quartier janséniste, absolument. Au XVIIIe siècle, et j'ai bien envie de dire au XIXe. Alors, les jansénistes avaient une forme de solidarité, je pourrais dire presque d'assurance sociale, qu'on appelle la boîte à Perrette, qui est un fonds de solidarité. Et la boîte à Perrette a permis d'acheter un certain nombre d'immeubles, rue Saint-Jacques, et voilà. Et donc là, il y a une très grande continuité. Alors le Paris janséniste, vous le retrouvez aussi au Faubourg Saint-Antoine.
le faubourg Saint-Antoine est très janséniste et vous avez des écoles populaires, notamment l'école des frères Tabourins, qui sont des laïcs, enfin qu'on appelle frères, et qui vont rester pratiquement toute la Révolution. À plusieurs reprises, la Commune de Paris essaie de fermer les écoles des Tabourins, et ce sont les sections sans culottes qui disent non, 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 là, vous n'y touchez pas, on les connaît, ils nous aident depuis très longtemps, il n'est pas question. Bon, ils sont fermés 6 mois quand même, hein, parce qu'il y a un moment où ça devient trop difficile. Mais c'est un autre quartier très janséniste. Et alors, ce qui est amusant, c'est que Louis XV et le cardinal de Fleury mènent une politique de reconquête des lieux, des paroisses. À partir notamment de 1730, ils chassent les curés. Mais les curés chassés, les gens restent. C'est-à-dire que vous avez des curés qui ne sont plus jansénistes, mais vous avez des paroissiens qui le demeurent. Et quand, alors on a des exemples tout à fait amusants, quand le curé commence à parler de la bulle, mais parfois il va parler d'autre chose, mais bulle, tous les paroissiens sortent, hein, en faisant tomber les chaises. Donc, et bon, évidemment, donc, rapport à la police, donc c'est formidable pour les historiens, parce qu'on voit les paroisses s'animer, hein, on les voit vivre. Oui. C'est un mot de vocabulaire qui m'a échappé. Il me semble que vous avez désigné la défense par les paroissiens de leur curé janséniste contre l'évêque en utilisant un terme que je n'ai pas entendu. Alors, c'est l'opposition entre le premier ordre, donc les évêques, et le second ordre, les curés. Et donc, dans l'Église, les évêques sont les successeurs des 12 apôtres, et les curés disent, ben nous, on est les successeurs des 72, hein, et après tout, voilà. Bon, les jansénistes ne sont pas... Ils conservent la hiérarchie, hein, ils conservent la notion d'évêque, mais les curés ont des droits bien supérieurs à ce qu'ils ont en général dans l'Église, enfin, au moins à la période moderne. Et j'ai peut-être employé le terme de richérisme. Voilà, c'est ça. Alors, richérisme, bon, c'est sur le nom d'Edmond Richer qui vécut au début du XVIIe siècle et qui défendait l'Église comme aristocratie. Et en fait, au XVIIIe, les curés le récupèrent dans un sens démocratique. Je vais vous poser une question sur... Oui. Modernement, on parle d'un Christ au vrai, quoi. Oui. On parle du Christ de sa grand-mère, d'un Christ janséniste. Oui. Et en fait, j'aimerais que vous expliquiez pourquoi c'est vrai 3. D'abord, je pense que c'est faux. Je veux dire, le Christ au bras étroit, c'est le Christ, je dirais, de l'Est, enfin de cette frontière de catholicité qui passe par la Lorraine. Et il existe bien avant le XVIIe siècle. Donc c'est plutôt une tradition. Alors, ce que l'on dit généralement, alors là, y compris des jansénistes et des anti-jansénistes, c'est que ce Christ sauve peu. Donc ses bras, c'est un peu comme le manteau de la Vierge qui entoure tout le monde. Le Christ au bras en croix sauve plus que celui qui est voilà, comme ça. Bon, le seul malheur, c'est qu'il y a un grand peintre janséniste, c'est Champaigne, et les Christs de Champaigne. Oui. Donc en fait, c'est une légende en fait, pour faire un... C'est une légende, alors qui pour le coup, et ça a été récupéré y compris par des jansénistes. Donc des jansénistes même peuvent être porteurs de cette oui. Je pense qu'il y a la sensibilité augustinienne existe toujours. Cet Augustin n'a jamais été condamné par l'Église. Hein. Donc la sensibilité augustinienne existe toujours. Est-ce qu'il y a une sensibilité plus rigoriste qui serait augustinienne dans l'Église? Honnêtement, j'en sais rien. Je peux pas vous dire.
il faut quand même bien faire attention à une chose, c'est que certes, les jansénistes sont rigoristes. Ce serait quand même totalement, plus ou moins, selon les époques, selon les individus, selon les cas, mais en règle générale, ils sont tout de même rigoristes. Mais ils ne sont pas les seuls. Prenez les descriptions des missions jésuites à la période moderne, je vous garantis que ça fait peur. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ce que Delumeau a appelé la pastorale de la peur. Donc, si vous voulez, ils ne sont pas les seuls rigoristes. D'ailleurs, si finalement ce sont les jésuites qui perdent et pas les jansénistes, c'est bien que la majorité était plutôt du côté janséniste. Au XVIIIe siècle, un jésuite, le père Pichon, s'en prend à Arnaud. Il est condamné par toute l'Église, y compris par les jésuites eux-mêmes qui finissent par dire qu'il en a trop fait. Donc, c'est là la difficulté. C'est que les jansénistes sont une minorité qui, d'une certaine façon, est une majorité. Donc, à partir de là, allez y comprendre quelque chose. Selon les moments, selon les cas, selon les individus. Donc, je crois que c'est pour ça que la démarche historique était intéressante, parce que effectivement, on envisage les choses un peu autrement. Alors, il y a par contre une société de Port-Royal, mais qui est une société savante. Et on ne demande pas. Enfin, bon, au XIXe siècle, il paraît qu'on demandait le bulletin de baptême, mais c'est fini. Et un de mes grands amis, l'historien américain Del Van Cley, il y a très très longtemps, au XXe siècle, quand il est rentré à la Société de Port-Royal, à l'époque c'était tenu par un très vieux monsieur tout à fait charmant qui était un gazier, et entrant dans cette société, Van Cley a dit, vous savez, je dois vous dire, je suis protestant. Et le bibliothécaire a répondu, pof, au moins vous n'êtes pas jésuite. Je le tiens de Del Van Cley. Donc c'est... Je crois que nous allons remercier vivement Madame Merci.